Maintenant, la question qui se pose, c'est dans la perspective du partenaire, face à cela, je sais que toi, tu ne préconises pas la suradaptation. Tu préconises certainement pas le fait que les gens s'adaptent à ça, parce que tu es de ceux d'ailleurs qui reconnaissent cela comme une dysfonctionnalité profonde. C'est contre nature. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'appelle ça contre nature. Tu appelles ça contre nature. Donc, c'est une dysfonctionnalité donc, qui est profonde et qui pose énormément de problèmes en relation. Donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est quand tu parles d'indisponibilité émotionnelle, puisque c'est le titre de notre émission, quel est le principal malentendu que cela entraîne avec le partenaire? C'est-à-dire, voilà, mon partenaire est indisponible émotionnellement. Qu'est-ce que ça provoque exactement selon toi? Donc, toi ça provoque beaucoup de frustration. Donne-nous quelques... voilà, c'est ça. Je sais que ça provoque beaucoup de frustration, mais explique-nous cela. Ouais. Donc, quand tu t'attaches, en quoi l'attachement est quelque chose d'important? C'est parce qu'on a besoin de l'autre, d'une certaine manière, on a besoin de l'autre pour pouvoir aussi grandir soi-même. Okay? Donc, il n'y a rien de mal dans ça. Et je l'avais dit dans une précédente vidéo, si le partenaire peut être quelqu'un qui, justement, est à l'écoute des besoins de son partenaire, sait y répondre, comprend quelles sont ses attentes, ben ça va créer de plus en plus confiance en lui. Okay. Mais alors là où ça devient dangereux, entre guillemets, c'est si tu mets tout dans les mains de l'autre, exclusivement. C'est-à-dire, mon bonheur dépend que de toi. Et justement, c'est là où tu vas te suradapter. Parce que généralement, quand ta sécurité intérieure est assez suffisante pour pouvoir dire, OK, je sais ce que je vaux, je sais ce que je raisonne comme sécurité intérieure et j'ai besoin, parce que c'est pas pour autant que tu n'as pas besoin d'être attaché à quelqu'un, tu vois, mais c'est une posture complètement différente. C'est parce qu'en fait, si tu veux, là, amène vers de la dépendance affective, c'est-à-dire que si je t'ai pas, je survis pas. Là où l'autre peut amener à une sorte de complémentarité, et si la complémentarité n'est pas au rendez-vous, on peut mettre une distance par rapport à ce qui est proposé, dire ça va pas, dire revoir le cadre relationnel, tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. Maintenant, rappelle-moi ta question, Mali, pour pas que je m'en... Justement, cette indisponibilité émotionnelle de l'évitant, qu'est-ce qu'elle crée comme malentendu? Voilà. Qu'est-ce qu'elle crée comme malentendu principal, ou quels sont les malentendus principaux que cela peut créer avec un partenaire? Parce que bon, ici tu nous expliques la genèse, la compréhension, la signification de cette indisponibilité, mais il faut bien comprendre que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du partenaire, lui, il n'est pas censé être un psychologue, il n'est pas censé être un coach de haut niveau comme toi. Lui, il vit avec le réel. En tout cas, il vit avec les conséquences. Il vit pas avec les intentions de l'autre. D'ailleurs, moi, quand je vis avec quelqu'un, ou toi, tu vis avec quelqu'un, ce qui se passe dans les intentions de l'autre, c'est pas ça véritablement qui compte, c'est comment ça se manifeste, comment ça se traduit dans le réel. Je pense que tu avais fait une entrevue très intéressante d'ailleurs sur comment l'évitant montre son amour. Mais si à un moment donné, quelqu'un aime, par exemple, mais ne peut pas du tout le montrer ou ne le montre pas du tout, par exemple, le fait qu'il aime ou qu'il n'aime pas, pour le partenaire en tout cas, ne change rien. C'est-à-dire qu'en fait, si une émotion ne se produit que dans la tête de quelqu'un sans se manifester concrètement dans un acte, et que ce n'est pas suivi par un acte, on peut pas, personne ne peut deviner ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Et donc, en l'occurrence, une indisponibilité émotionnelle, même si elle a une genèse tout à fait explicable et compréhensible, n'entraîne pas nécessairement la possibilité pour un partenaire de vivre avec cela. Donc c'est ça que je t'expliquais. Voilà. Et donc, quels sont les différents malentendus? Oui, c'est ça, justement. Oui, c'est ça. Là, je revenais, je te disais, donc tu as soit un partenaire qui est assez sécure, et qui a une sécurité intérieure qui est assez solide pour pouvoir justement, face à l'indisponibilité, pouvoir l'interroger. Dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te mets cette distance et tu demandes des explications. Tu demandes des explications. C'est ça. Là où quand tu as plutôt un style d'attachement insécure face à l'indisponibilité, tu vas te suradapter, justement. Tu vas avoir peur de demander des explications, de sorte de créer des tensions. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Pourquoi? Parce que là, il vient remplir, si tu veux, une sorte de condition qui est, c'est la condition à mon bonheur. C'est la condition à mon bien-être. C'est la référence qu'on appelle la référence externe. La référence externe, c'est ce qui crée la dépendance affective, tu vois. Oui. C'est que cette personne, ici, je schématise, parce que ça serait un peu, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est ce que ça crée.
Donc, à un moment donné, cette indisponibilité, tu as deux options, Mali. Soit elle va révéler qu'il y a un problème de cadre, et donc, auquel cas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas interroger le cas, tu vas voir ce qu'il y a chez cette personne, tu vas peut-être même lui trouver un terreau, ou un terrain en tout cas, pour pouvoir se sentir plus en sécurité. C'est ce que font les sécures, certains d'entre eux, en tout cas, ils arrivent à le faire, tu vois. Ou bien, dans la plupart des cas, c'est ce qui fait le plus de bruit, tu as des personnes qui, justement, sont face à quelqu'un qui n'est pas assez présent, qui met de la distance, ils comprennent pas ce qui se passe, ils sont frustrés, et puis voilà, et puis ça crée. C'est eux qui viennent te consulter. Voilà, ça crée la frustration, Ça crée une frustration en fait. Et cette frustration-là, elle est hyper importante à comprendre parce que voilà, elle est légitime. Mm-hmm. Mais il faut pas se tromper de travail. Le travail, c'est pas sur comment je peux changer l'autre. Le travail, c'est qu'est-ce qui fait que je suis autant touché par ce qui m'arrive. Oui, mais Salahdine, alors je joue encore une fois l'avocat du diable. Moi, je me mets à la place d'un partenaire d'évitant. On me met à distance. Ouais. Comment veux-tu que je ne perçoive pas ça comme un rejet, en fait? Mais justement, la question est là, Mali. Donc, si à un moment donné, c'est un rejet, oui. On va revenir sur cette histoire que tu donnes. Oui. Tu as deux options. Tu as une option de dire, tiens, j'observe des choses, c'est des faits, c'est très factuel. La personne me met à distance. Ok. Tu as l'option de pouvoir interroger cette personne sans rentrer dans l'art, en lui disant, écoute, voilà, je perçois ça, calmement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de discuter? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'apporter? Etc., etc. Si la personne n'est pas en capacité de te donner les réponses adéquates, rien t'oblige de rester dans cette relation si, justement, les besoins ne sont pas respectés de manière des deux côtés, tu vois. Ou tu as l'autre option, l'option de la personne qui va justement se suradapter, qui va se dire, tiens, la personne me met à distance, je risque d'être rejeté, si je suis rejeté, tu vois, et puis on va aller crescendo vers quelque chose qui est dysfonctionnel, vers un cercle plutôt vicieux. Et là, c'est pas la solution. Oui, je suis pas en train de remettre en cause le fait que ce qu'il propose n'est pas dysfonctionnel. Ça, j'en disconviens pas. Je sais que tu le confirmes. Je suis en train de te dire, est-ce que la réponse est de rester malgré ça et de pouvoir subir ce qu'ils ont à subir? Parce que c'est ce qui se passe souvent avec les personnes qui sont avec un style d'attachement, par exemple, anxieux, c'est qu'ils restent parfois pendant des années à subir le dysfonctionnement d'un évitant. Un évitant, s'il n'est pas, à un moment donné, responsabilisé par rapport justement à ce qu'il propose, il se complaît dans son positionnement. Attention, c'est important ce que tu viens de dire. Excuse-moi de t'arrêter. Vas-y, je t'en prie. Donc, tu viens donc de confirmer que juste la patience et le fait de ne pas l'activer ne suffit pas pour guérir l'évitant. Bien sûr que non. Tu vas même parfois même plus nourrir son Tu le maintiens en fait dans son confort psychologique problématique. J'ai jamais dit ça par ailleurs. Non, je sais, mais c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de coachs. Parce qu'il faut les responsabiliser. Il faut qu'à un moment donné, il fasse un travail. Ou sinon, alors tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver je vais être patient, je vais le laisser, mais lui, ça va fonctionner. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va réguler à un moment donné, il va revenir et puis il va recommencer. Là, il faut qu'il soit en sécurité dans la relation. C'est-à-dire qu'il doit être en capacité de rester, même quand ça devient intense, à considérer le partenaire pas comme un danger, mais comme quelqu'un qui est un partenaire fiable, sur qui il peut compter, qui peut accepter les situations de conflit comme des situations normales dans le cycle d'un couple, parce que ça construit un couple. Tu comprends ce que je veux dire? Très, très bien. Mais ça, ils sont pas à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que d'emblée, leur système nerveux principal veut que plus c'est intense, plus je fuis, et j'ai du mal avec les émotions. Donc, si tu veux m'aller, il y a deux phases. Il y a la phase de je prends conscience du problème. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui peuvent prendre conscience qu'il y a un problème juste en regardant les vidéos. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont pris conscience qu'il y a un problème. Mais c'est pas pour autant qu'il va y avoir un changement radical dans le travail. S'il n'y a pas un travail réellement de la personne dans le fait de se reconditionner, dans le fait de retravailler sur les croyances, dans le fait de retravailler son rapport au corps, dans le fait de retravailler sa relation à l'autre, de retravailler sa relation à soi, on est toujours dans la même situation. On va juste poser le problème. Hein. C'est ça. Mais donc, Salahdine, tu avais écrit un papier que tu m'avais envoyé, que j'ai étudié. Là, on parle évidemment de deux personnes qui veulent une relation pleine dans le sens plein du terme. C'est-à-dire que
tu me parles pas de relations plutôt à distance légères qui, elles, finalement, n'impliqueraient pas toutes ces demandes. Parce que Mais dans ton on papier- se retrouve beaucoup dans ça. Mais justement, c'est pour ça que c'est quand même peut-être important de faire une petite remarque là-dessus, même si c'est pas le sujet de l'émission. Mais donc, tu confirmes que tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est dans l'éventualité où deux personnes veulent véritablement une relation dans le sens plein du terme. Ça veut dire une relation où justement la continuation de l'interaction va vers un attachement. C'est-à-dire que, parce qu'on a aussi pas mal d'évitants qui essayent quelque part d'adapter la réalité à leur style. C'est-à-dire qu'en fait, Tout à fait. Il y a beaucoup. oui, justement, mais je sais, Il y a plus que tu n'imagines. mais je sais, justement. Ils adorent les trucs à distance. Ils sont Oui, c'est bien. ça, c'est ça, c'est ça. Tant qu'ils sont dans le contrôle. C'est ça, justement. Et les partenaires, malheureusement, subissent. Oui, mais Certains partenaires subissent. oui, mais justement, le problème, c'est que c'est important ici peut-être de spécifier que nous, on parle dans un cadre où deux individus veulent véritablement construire une relation dans le sens plein du terme. Tu peux construire une relation même si c'est à distance. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Hein. J'ai compris, mais C'est donc pas la dans les question. relations plus légères, ça pose moins de problèmes en fait. C'est ça que je veux expliquer. Voilà. Enfin, ça pose moins de problèmes si l'autre, il sait qu'il est dans une relation légère. S'il sait pas, ça pose problème évidemment. Ouais. Bref, on va rentrer ici dans un truc qui est... Voilà, moi, ce qui m'intéresse surtout de noter, c'est que l'évitant, à partir du moment où il a attaché, et davantage, il vit on va dire, sous le même toit que l'autre personne, Oui. c'est là que tu vois vraiment la profondeur Ça, du problème. pas. Ouais. Parce que là, il n'y a pas d'échappatoire. C'est ça. Tu vois, un évitant, tant qu'il peut mettre quelqu'un à distance et qu'il le voit de temps en temps, c'est des relations qui peuvent durer, hein, qui peuvent durer des années, des années, des années, des années, des années. Ok, sauf qu'à un moment donné, ça nourrit pas. On est dans une sorte, tu vois, de maintenance, mais on fait pas un travail de fond. Tu vois, on est tout le temps encore sur le corps de souffrance. Là où on a besoin d'élever le niveau de conscience, là où on a besoin de faire un travail profond sur soi pour aller vers autre chose. Ce que l'évitant est invité à faire, mais aussi le partenaire est invité à faire. Parce que le partenaire qui peut rester aussi longtemps a aussi des peurs, a aussi son système à lui qui est activé, etc., etc. Donc voilà, je sais pas si je suis clair dans ce... Oui, tu es tout à fait conscient. Donc, si tu es face à un évitant, que tu viens d'ailleurs de très bien décrire, on va dire, plaçons-nous maintenant dans la perspective du partenaire de l'évitant, qu'il soit sécure ou anxieux, ou un mélange d'autre chose, face à un évitant qui dit, voilà, je sais que j'ai un problème, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, toi, tu préconises quoi là? Bah, tu peux pas faire autrement, tu quittes. Ok, Si vraiment tu vois qu'il n'y a aucun effort qui est consenti, c'est ça. et que tu as essayé de faire... Aucune remise en Mais question, en fait, aucun Malik, effort. moi, je vais toujours rester cohérent avec ce que je dis. Oui, Tu as deux zones de contrôle et d'influence que sur toi. c'est ça. D'accord. Oui, tu as toujours Non, mais- dit ça. C'était toujours été ton Toujours. slogan, ça, oui. Ouais, parce que en fait, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire venir rentrer dans la tête de l'autre et lui faire des choses de force, c'est pas possible. Oui. Tu vois. Donc à un moment donné, la personne, tu peux l'inviter, mais c'est son travail interne à lui. C'est-à-dire que Oui. si l'évitant derrière, il n'a pas envie de faire le travail, il veut pas investir sur sa personne. Après, chez les évitants, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est compliqué. Parce que, en fait, comme c'est très inconscient, il faut déjà qu'ils conscientisent qu'il y a un problème. Il faut qu'ils acceptent de se dire, OK, là, vraiment, il faut que je revoie ma configuration et que je passe de ce mode automatique à ce mode adaptatif. Et ça, c'est un travail. Mais ça va se faire. Ça se fait quand les personnes acceptent. J'ai des personnes comme ça qui acceptent de faire ce travail. Oui, Mais tu sens qu'il y a des améliorations. c'est ça. C'est ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Maintenant, quel premier pas réaliste, c'est-à-dire quels sont les premiers éléments réalistes, ça veut dire réalisables, que le partenaire pourrait faire pour réduire les dégâts relationnels et ne pas culpabiliser l'évitant pour lui faire prendre conscience justement de ce problème s'ils sont en relation. C'est-à-dire que, selon toi, comment un partenaire d'évitant, quel qu'il soit, au moment où il est face à tout ce que tu viens de décrire, donc cette indisponibilité émotionnelle qui se manifeste dans toutes les formes que tu viens de décrire, comment le partenaire de l'évitant devrait approcher ici l'évitant sans trop l'activer tout en sachant que malheureusement ce risque existe? Là, on rentre dans un débat qui est un long débat. Donc, c'est la communication avec l'évitant. Oui, mais je ne voudrais pas que tu rentres trop dedans, mais quels sont les premiers pas réalistes? C'est-à-dire, il faut une communication claire. Voilà, il faut une communication, mais d'abord, confrontante ou pas confrontante? ça dépend à quel statut. Donc, Ok. donc, à un moment donné, ce qui est surtout très important, si tu me parles du point de vue du partenaire, c'est que le partenaire soit honnête avec lui-même déjà, de base. C'est ça. Okay. Donc, n'oublie pas que le partenaire, il peut être parfois dans la suradaptation. Oui. Donc, et je l'ai dit là tout à l'heure, Surtout chez les anxieux. Oui. c'est quelque chose qui est contre nature. C'est ça. Okay,
c'est contre nature, ça peut pas fonctionner. Donc quand ça va contre nature, c'est-à-dire que ton corps ramasse aussi là. Il y a des sensations de mal-être, t'as des trucs qui, tu vois. Tachycardie, ouais. Voilà, parce que tu sais, c'est ça le truc, c'est que à un moment donné, tu vis sous tension. Donc déjà, il faut respecter ce que tu ressens, ton ressenti. Okay. Très important le ressenti. Ok. Une fois que tu l'as activé, c'est de revenir et faire ce travail sur toi. Ce que je fais énormément avec les personnes que je coach, beaucoup. Ouais. C'est de leur ramener en leur référence interne. Ramener à ce qui... Déjà, ce que je fais beaucoup, c'est que j'essaie de leur faire comprendre qu'est-ce qui se rejoue. Parce que parfois, eux-mêmes ne captent pas ce qui se joue. Et souvent, tu as des choses qui se jouent au niveau de ce qui s'est passé dans l'enfance, etc., etc. Ok, ça c'est une chose. Deuxièmement, une fois que j'ai pris conscience de ce qui probablement est en train de se rejouer, là, je peux m'identifier différemment dans la situation. Je ne suis plus le sauveur, en fait. Parce que parfois, tu as la personne qui arrive avec le syndrome du sauveur, etc. Et donc, je ne suis responsable que de moi. Donc là, là où va ton attention, va ton énergie. Donc si ton attention est portée que sur le partenaire, toute ton énergie va vers le partenaire. À partir du moment où tu reviens vers toi, tu remets ton énergie là où elle est le plus utile. C'est ça. Là où là, tu as un réel... Parce que le travail sur le partenaire, c'est très égotique. Hein. Très égotique. Parce que, ça fait preuve d'un gros sentiment d'insécurité, d'un important sentiment d'insécurité. C'est-à-dire qu'il est une condition sine qua non à mon bonheur. Mais c'est inconscient, ça aussi. C'est ça. Tu vois, on revient aux figures d'attachement où c'était effectivement une condition importante à la survie. Sauf qu'ici, ça ne se joue pas de la même manière. Mais il faut prendre conscience de ce qui se joue. Okay. Et puis, ça va inviter la personne, justement, à travailler sur l'estime, la confiance, tout ce qui s'ensuit. Ce qui va permettre, Mali, une fois que l'attention sera portée sur toi, c'est paradoxal, mais c'est une vérité, c'est que l'évitant, quand tu as l'attention qui est trop portée sur lui, c'est un élément amplificateur de sa mise à distance. Ok. Donc, c'est-à-dire, plus tu vas être focus sur lui, plus tu vas être en attentat sur lui, plus tu le ressens de manière, avec une subtilité, tu ne peux pas t'imaginer. Donc, c'est-à-dire que quand tu renvoies ton énergie, tu la ramènes vers toi, et que tu travailles sur toi, là, déjà, il trouve qu'il y a un espace qui se crée dans lequel il se dit, OK. On n'est plus dans l'attente disproportionnée, importante à mon égard. C'est pas ce que je te dis là, je te le dis de manière conscientisée. Mais chez lui, tout ça, c'est des processus très inconscients. Oui. Donc là, il est déjà beaucoup plus à l'aise. OK ? Et puis lui, il t'a amené à faire son travail de son côté. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que tu récupères ton énergie, et ça, je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises, tu récupères un pouvoir. Tu n'es plus dans la force. C'est ça. Parce qu'à l'époque, quand tu es là, tu es dans la force. Je veux forcer. Mais la force n'amène rien de... Tu vois ? Là, tu récupères ton réel pouvoir. Et quand tu récupères ton réel pouvoir, Mali, il est fort probable, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, que la personne élève son niveau de conscience, trouve cette sécurité interne, puis il se dit, mais cette relation, qu'est-ce que je fais encore ici, en fait ? C'est ça. Beaucoup de... Ah ouais, il y a beaucoup de gens. Encore récemment, j'ai une dame qui a fait un superbe travail, et qui a dit, OK, non, c'est bon, Saladin. Et je l'ai vu dans son visage. C'est ça. Alors, Saladin, je vais poser quelques questions qui pourraient fâcher certains, qui sont même un peu confrontantes. Mais je crois que c'est nécessaire pour bien mettre des mots sur cette problématique. Toi-même, tu parles de processus inconscient, ce qui est tout à fait documenté, mais on sait aussi que l'évitant peut changer en thérapie. Ça veut dire, en fait, on sait qu'une thérapie avec un évitant peut fonctionner. Donc, il a une part d'agentivité. Ça veut dire, en fait, c'est un agent responsable, c'est un agent qui, à un moment donné, peut réfléchir et peut mettre en place des mécanismes pour changer. On est d'accord là-dessus. À partir de quel moment, ce discours sur l'inconscient peut devenir une forme de déresponsabilisation. Et je t'explique pourquoi je te dis ça. Souvent, les évitants, en tout cas de prime abord, ceux qui n'ont pas fait un travail intense sur eux, disent « Ah, mais nous, on ne peut pas faire autrement. On est comme ça. » Et donc, finalement, ce n'est pas à nous à changer, c'est aux autres de s'adapter à nous. Voire pire, j'ai eu une discussion avec une évitante dédaigneuse sévère qui m'a dit « C'est génétique. » C'est-à-dire, en fait, c'est inscrit dans mes gènes, en fait. Et si c'est inscrit dans mes gènes, ben, finalement,
Je suis comme ça. C'est-à-dire que c'est pas à moi à changer quelque chose qui est inscrit dans mes gènes. Et donc, l'idée, c'est que ce discours, justement, sur les processus inconscients pourrait tomber dans une forme de déresponsabilisation. Et ça pose vraiment un problème. Donc, pour toi, où se situe la frontière, justement, entre ce sont des processus inconscients, mais à partir du moment où on les explique comme on les explique, ça devient inconscient. Tout à fait. C'est ça. Donc ça Ça, devient c'est inconscient. On met en conscience des choses qui sont inconscientes. C'est ça. Et quand on met en conscience ces choses-là, donc à partir de quel moment est-ce qu'on peut toujours parler d'inconscient? C'est-à-dire à partir du moment où tu mets en conscience. Non, mais Mali, c'est pas parce que tu mets en conscience Oui. que tu règles les problèmes inconscients. Ok. Rappelle-toi ce que je t'ai dit là tout à l'heure. Je t'ai dit les mémoires du corps est plus importante que la mémoire des émotions et la mémoire du cerveau. J'ai compris ça, Nadine. Mais c'est pas parce que tu as dit ça que tu as j'ai réglé, compris. Mais t'as réglé la mémoire du corps. Hein. Mais là, on parle dans la perspective des partenaires d'évitant, qu'ils soient sécures, anxieux ou autres. Où est-ce que tu situes la frontière entre la réponse « je peux pas, j'y arrive pas » et « je n'ai pas envie de faire le travail nécessaire ». Mais là, tu parles de qui? Là, tu parles Non. d'évitant ou Mais non, mais justement, quand un évitant te répond « j'y arrive pas, je peux pas Ouais. », est-ce que c'est pas une autre manière de dire « j'ai pas envie de faire le travail » en fait. Voilà. Mais je viens de te répondre juste avant à cette question. C'est ça. Je t'ai dit, travaille sur ta sécurité intérieure, travaille sur ta réponse interne, et tu verras, parce que te poser cette question, ça dépend de la posture avec laquelle tu arrives. Si tu arrives en disant, écoute, j'ai besoin de toi, tu es ma condition pour mon bien-être, tu es dans une position qui est malsaine. Moi, je vais te le dire, c'est malsain. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que c'est une condition. Si tu es bien, je suis bien. Si tu es mal, je suis mal. Donc en fait, ce que tu es en train de... C'est-à-dire, moi, là où je te dis de la complémentarité, je te mets pas de condition. Le verre, s'il est rempli, il est rempli. J'ai pas besoin que tu me le remplisses, tu comprends? Mon verre est rempli. Mais s'il est vide, Oui, ben, tu peux le remplir avec ce que tu veux, c'est ça. à partir du moment où il est vide. Donc, c'est-à-dire que la posture de départ Mali, elle est très, très, très importante. Quand tu vas venir vers quelqu'un et tu vas être en relation, est-ce que ton verre, il est vide ou il est rempli? Ok, mais moi, Donc, moi, c'est ça que je te dis. j'ai compris. Donc, s'il est rempli, ne te préoccupe pas parce que s'il est rempli, quand tu vas être face à quelque chose qui ne t'est pas confortable, ce que font la plupart des sécures, ciao, au revoir. C'est ça. Donc en fait, ce que tu es en train de dire ici, c'est que finalement, quelle que soit la réponse de l'évitant, si à un moment donné, tu te retrouves face à une situation où il y a une indisponibilité émotionnelle et que la personne en face ne veut rien faire, tout simplement parce qu'il ne peut pas, il ne veut pas. En fait, le fait... Trouver tous les excuses qu'il veut. Voilà, c'est ça. En fait, qu'il le puisse ou qu'il ne le puisse pas, ça ne te concerne pas. Toi, C'est son travail. Voilà. Mali, c'est son travail. C'est ça. C'est ce que j'appelle une zone d'influence. Oui, C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi... C'est intéressant ce que tu dis. Mais oui, mais tu sais pourquoi c'est intéressant, c'est réaliste. C'est réaliste parce qu'en fait, on a plein de gens qui nous écrivent en privé, qui nous disent, et c'est bizarre parce que j'ai pas du tout eu l'impression que notre chaîne était en train d'excuser l'évitement, tout au contraire. D'ailleurs, on était, je pense, une des chaînes les plus qui avons réussi à mettre les mots les plus précis et corrects sur cette problématique. On a des évitants peut-être qu'on a confrontés, et il y a pas mal d'anxieux qui pensent qu'on essaie d'excuser l'évitement, et ils nous disent, oui, mais jusqu'à quand vous allez dire que ce sont des processus inconscients, qu'ils ne le font pas exprès. Je sais, mais le problème, c'est que quand tu le dis... Tu cites plein de processus. Bien sûr, mais justement, c'est important d'expliquer aux gens, OK, c'est un processus inconscient, mais c'est pas parce que c'est un processus inconscient que vous êtes obligé de le subir. Tout à fait. Vous n'êtes pas obligé de le subir. Ça invite à un travail. Voilà. Parce que même l'anxieux, quand il travaille, c'est un processus inconscient. Oui, tout à fait. C'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de faire un travail. Non, mais lui, il veut vraiment la relation, c'est ça le problème. Oui, il veut la relation. Oui. Mais pourquoi il veut une relation? Pour pouvoir exister à travers cette relation. Oui. OK? Donc, c'est ça la dépendance affective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand c'est amené à trop, si la personne n'est pas là, si je ne suis pas en relation, je risque de mourir. Et là, on rejoue ce qui s'est passé aussi durant les premiers moments, mais avec un autre, c'est la peur du rejet. C'est pas la peur de la dépendance. C'est ça. OK? Donc voilà. Donc, qui va plus l'activer, c'est justement une personne qui est peu disponible. Qui est peu disponible dans le marché? Oui, c'est l'évitant. C'est l'évitant. Et ce qui est hyper intéressant chez l'anxieux, on ouvre une parenthèse, on la ferme tout aussitôt, c'est qu'il y a une très importante confusion entre l'activation de leur style d'attachement et l'amour. Oui, tout à fait. Mais c'est hyper important parce que ces personnes-là peuvent trouver des personnes sécures avec qui ils peuvent vivre une vie sereine. Je ne vais pas généraliser, je ne vais pas dire tout le monde, mais on va quand même privilégier plutôt quelqu'un d'instable. Pourquoi? Parce qu'on rejoue
les situations primales. Et voilà. Et c'est l'inconscient, là aussi, qui reprend le dessus. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, je voulais faire une entrevue avec toi sur la différence justement entre l'amour, les sentiments et l'activation du système d'attachement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une période de telle confusion que, surtout avec les anxieux et avec les évitants, en tout cas tous les styles insécures, la définition de l'amour est complètement confondue avec cela. C'est-à-dire qu'on voit souvent en fait une activation d'un système d'attachement comme une connexion. Tout à fait. On est connecté. Parce que c'est biochimique. Je parle de comment ils appellent cela âme sœur. Tu vois, l'âme sœur, c'est intéressant parce que l'âme sœur, ça a une portée spirituelle, mais il n'y a plus de portée spirituelle dans l'âme aujourd'hui, alors que c'est que spirituel, mais enfin bon, c'est pas le sujet. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, confusion totale entre l'activation du système d'attachement et l'amour. C'est ça? Mais c'est très documenté, ça, Malien. Ok. Mais attends. Mais le problème, c'est qu'on a aussi une très bonne documentation sur le fait que les évitants répètent ces schémas en boucle. À quel moment est-ce que ça peut rester inconscient? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vois que tes relations, c'est presque des copier-coller à chaque fois, et à chaque fois. À un moment donné, tu ne te poses pas la question, ok, c'est peut-être chez moi que ça ne va pas. Mais je t'ai donné la réponse à tout à l'heure aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a un système de sécurité intérieure qui fait que leur système, ils veulent le contrôler. Si à un moment donné, ils le remettent en question, le système s'effondre. C'est ça. Si ça s'effondre, ils meurent, entre guillemets. OK. Et puis, deuxièmement, il y a une tendance, et ça, je t'ai dit là tout à l'heure aussi, à se déresponsabiliser en portant la faute sur l'autre. C'est ça. Tu vois. Et puis, n'oublie pas aussi une chose, chez eux, c'est qu'ils vont trouver aussi un échappatoire assez important dans d'autres activités à côté, dans lesquelles ils vont se surinvestir, ils vont être à fond et tout ce qui s'ensuit, qui leur permettent justement de minimiser tout ça, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais donc, pour toi, le refus de thérapie, donc le fait qu'ils n'ont pas envie d'aller en thérapie, ça arrive souvent, hein, je veux dire, c'est pas vraiment des adeptes de la thérapie, ils préfèrent faire ça tout seul dans leur coin en général. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'évitants qui vont regarder des vidéos tout seuls. Ils pensent en fait, si tu veux, qu'ils vont pouvoir se réguler seuls en fait. Il y a cette volonté de ne pas être vulnérable même devant un thérapeute. Et en général, quand ils vont voir un thérapeute, les thérapeutes qu'on a pu voir, ils nous disaient souvent, toi tu vas me le confirmer, que l'évitant voulait parler du sujet qui l'intéressait. Il ne te laissait pas toi prendre le contrôle de la thérapie. C'est-à-dire qu'il ne te laissait pas toi aller dans tous les sens. Il venait pour un problème particulier et il voulait qu'on traite ce problème particulier. Écoute, c'est très... l'évitant, ça dépend si... On a quand même pas mal d'évitants qui ont vu nos émissions et qui ont eu vraiment des belles prises de conscience. Okay. Ah oui, je crois qu'on est la chaîne, d'ailleurs juste une parenthèse, on est la chaîne qui a proportionnellement, les statistiques disent sur 10 patients, c'est maximum 2 évitants et nous on est plus ou moins à 4 voire 5 évitants. On n'est pas un 50-50 mais pas loin par contre. Bon, bref, voilà. Ça c'est... Donc tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que les évitants, effectivement, c'est des clients qui sont compliqués. Oui. Pas dans le fait que c'est des personnes compliquées, c'est parce que, en fait, si tu veux, les couches qu'ils ont mis entre eux et leur environnement, elles sont très, très importantes. Mm-hmm. C'est pour ça que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, chez eux, d'ailleurs, tu vois, c'est un travail l'archéologue. Oui. Tu vois, tu creuses, et puis tu crées une petite fissure par laquelle passe la lumière, et elle est assez grande pour pouvoir illuminer et créer une sorte de grosse prise de conscience. Ouais. Okay, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est un travail d'entraînement. Vraiment, j'insiste sur le mot entraînement. Tu vois, parce que les trucs là, c'est magique, ça change tout de suite. Ça, avec les méthodes qui sont des méthodes, comme j'ai dit là tout à l'heure, où on donne vraiment une importance à l'expression du corps, il y a des choses qui peuvent se faire très rapidement, la vérité. Mais il y a aussi des croyances, il y a tout un travail à faire au niveau de la manière dont tu perçois les sensations, comment tu les gères, quelles sont les pensées que tu mets derrière. Tu vois, il y a toute une sorte de reprogrammation à faire, tu vois. Mais quand ça se fait, si la personne suit, maintenant, ce qui est vrai, par exemple, chez les évitants, ça j'ai observé chez certains, c'est que quand ils arrivent, ils sont de bonne volonté, souvent après certaines prises de conscience, et tu vois, il y a cette partie d'eux-mêmes qui veut changer et tout. Ils sont motivés. Il y a des phases de motivation. Oui, tout à fait. Il y a des phases de motivation. Elles sont là. Elles peuvent se faire juste après un truc très fort au niveau émotionnel. Un deuil, voilà, des trucs comme ça, tu vois. Où là, paf, ça vient. Et puis après, on dirait qu'ils sont repris dans
En fait, c'est pour ça que je t'explique c'est pour ça que je parlais d'activité juste avant. C'est parce qu'ils sont assez, eux, rapidement absorbés par les activités dopaminiques, tu vois. Ils sont là, Dopaminergique. dopaminergiques, tu vois. Et ils sont partis. Et donc, parce que moi, en tant que coach, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que j'interroge des personnes pour savoir elles en sont où par rapport au processus. Donc, je ne donne pas juste des... Il y a un suivi avec Il y a un suivi. Ouais, ouais. Et donc, je regarde quand même, j'évalue si la personne réalise ce qu'on lui demande de faire, etc., etc., tu vois. Et donc, je constate que chez eux, contrairement aux anxieux, pas tous, mais qui sont beaucoup plus assidus, tu vois, beaucoup plus assidus, Ils sont plus motivés. motivés, eux mettent beaucoup plus de résistance au changement. C'est ça. D'ailleurs, je suis vraiment désolé parce que l'entretien était tellement intéressant que j'ai oublié de... Donc, on va le faire à l'envers. Donc, ça, c'était plutôt la conclusion, ce qu'on vient de faire. Mais j'ai complètement oublié d'aborder la manifestation concrète de l'indisponibilité émotionnelle. C'est-à-dire que chez l'évitant, ça se fait essentiellement, mais pas que, par le travail. C'est-à-dire que tous les évitants sont en anglais, on appelle ça des workaholics. Ça veut dire ils sont très ancrés dans leur travail, ils passent beaucoup de temps dans leur travail. Et justement, le travail est une sorte de mise à distance émotionnelle des partenaires. C'est-à-dire que quand on les entend, je suis occupé, j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai pas le temps. Bon, ça peut être le travail, ça peut être des hobbies, ça peut être des activités avec les amis. Comme tu viens de le dire, et ce sont des gens qui sont des adeptes d'activités dopaminergiques. Donc, ils adorent, par exemple, certains parmi eux aiment voyager tout le temps, comme si, à travers le voyage, on répète un tout petit peu tout ce qui donne ces dopamines, leur donne une sensation de vie. Les concerts, les festivals, le rire, ça veut dire les humoristes. Donc tout ça, ce sont des activités à dopamine et en général, ils vont privilégier ces activités sur la relation. Et ça aussi, c'est une des manifestations les plus problématiques de la relation avec ce profil. C'est que la plupart des profils se retrouvent dans une situation où ils ne sentent pas du tout une disponibilité de l'évitant dans la relation à cause justement du fait que l'évitant est toujours occupé. Souvent occupé, ouais. Souvent occupé. Ouais. Et donc ça, c'est une stratégie de mise à distance, selon toi. En fait, c'est une stratégie surtout de contrôle. C'est-à-dire que dans les activités que tu cites, il y a un début, il y a une fin. Ok. Il y a quelque chose qui est mesurable, il y a quelque chose qui est contrôlable. C'est ça. Tu vois, là où, face à l'émotion de quelqu'un... Ah, c'est intéressant. Okay. Ah oui, bien sûr, c'est ça qui les rend très en la sécurité. C'est-à-dire que quand tu es face à quelqu'un et d'ailleurs, le rapport sexuel est pas forcément fouillé tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il a un début, il a une fin. C'est ça. Vois. C'est ça. Mais le fait de venir, tiens, je vais te parler de mes sentiments, on va se mettre autour de la table pour se tenir la main. Et tu peux parler aussi de quelque chose qui te contrarie, tu vois, émotionnellement. Là, ça devient un peu plus inconfortable. Là, ils sont beaucoup plus... moins disponibles parce que justement, ils sont pas capables, Mali, de pouvoir gérer tout ça. C'est ça. Si tu veux, dans l'activité, les autres activités, ils savent qu'ils ont les compétences, ils savent qu'il y a un résultat qui est attendu, ils savent qu'ils sont capables de pouvoir fournir ce résultat. Là où, quand c'est des émotions, gestion des émotions, en plus, très important, il n'est pas, chez les évitants, en tout cas chez certains d'entre eux, je ne veux pas généraliser, ils pensent pas qu'ils sont juste responsables de leurs propres émotions à eux, mes émotions et les émotions des autres. C'est ça. Donc ils sont dans une sorte de vouloir contrôler l'émotion chez l'autre pour s'assurer que ça va dans le sens qu'ils souhaiteraient. C'est un truc de fou, hein. Une énergie quand même très très importante qui est faite dans ça. Et donc quand il y a quelque chose qui sort de ce cadre, ça devient très inconfortable pour eux, vraiment. Mais d'ailleurs, tu avais parlé, toi, tu parlais de la confusion entre l'amour et l'activation du système d'attachement, mais chez l'évitant, on pourrait même parler d'une confusion entre la connexion et la production de dopamine. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux... C'est la sérotonine et la dopamine, ouais. C'est-à-dire que pour eux, en fait, quand ils sont avec un partenaire avec qui ils partagent des activités dopaminergiques, ils pensent qu'ils sont en connexion, alors que c'est plutôt des relations de type vacances, des relations de type bouffée d'oxygène, et ils confondent ça avec la relation profonde. Ça veut dire la relation qui n'est pas C'est superficielle. le prestataire de service, hein, c'est ce qu'on a déjà discuté. Hein. C'est ça. En tout cas, Salahdine, c'était un plaisir de t'avoir reçu pour cette entrevue sur l'indisponibilité émotionnelle
que les partenaires peuvent ressentir avec les évitants, la signification, la genèse, tu nous l'as très très bien expliqué. Et en tout cas, je sais que tu coaches beaucoup et que tu es très efficace dans le coaching, justement, dans le fait d'identifier cela, tu fais un suivi. Et donc, je te reverrai très prochainement pour une autre entrevue sur un sujet qui sera tout aussi passionnant. Merci Mali, merci pour tes questions. Oui, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Très bonne soirée, Salah. Merci à toi aussi. Au revoir.